Ainsi, pour irriguer le pays, Kadhafi décidera de lancer le projet de grande rivière artificielle pour pomper l'eau enfouie sous les sables depuis des millénaires. Ce gigantesque système d'arrosage coûtera plus de 3 milliards de dollars payés grâce aux revenus du pétrole. Il sera éphémère car il n'existe que 50 années de réserve d'eau fossile. La Libye, c'est entre 3 et 5% de terre arable. Aujourd'hui, à Kobao, à quelques mètres des greniers fortifiés de Kobao, là où les paysans entassaient leur huile, leurs céréales et tout ce dont ils avaient besoin pour toute la saison, on comprend réellement ce besoin de sortir de l'eau du centre de la terre. En Égypte, il y a le dieu Nil. Ici, il n'y a point de dieu fleuve. Donc on a besoin de cette eau. Ce projet pharaonique, certainement, décrié de grandes rivières par certains, est limité dans le temps. Kadhafi lui-même, quand il a annoncé, il a dit, mais dans 50 ans, parce que ça ne durera que 50 ans, ne venez pas me dire il n'y a plus d'eau. Oui, il n'y aura plus d'eau, mais au moins, pendant ces 50 ans, on pourra peut-être agir sur le microclimat, faire pousser de la verdure et surtout donner à manger à tous ceux qui habitent là. Nous sommes dans la salle de contrôle de la grande rivière artificielle. La grande rivière artificielle est la solution libyenne à la pénurie d'eau dont souffrent les citoyens libyens depuis les années 70-80. Le projet a commencé en 1984 avec un débit initial de 2 millions de mètres cubes par jour. Depuis cette salle, nous pouvons contrôler tous les circuits du réseau pour que l'eau coule 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Là où nous nous trouvons, il y a 2 ans, c'était une étendue de sable, c'était le désert. Nous sommes entre la côte et la montagne, à 60 km de Tripoli approximativement. Après 12 ans de travaux, l'eau, en 1996, arrive enfin à Tripoli. La Libye, seul pays au monde qu'aucun fleuve permanent n'irrigue, peut alors développer son agriculture. Kadhafi, lui, a abandonné son idée d'unité arabe. Au moment précisément où cet espace arabe est totalement éclaté. Il s'est tourné vers l'Afrique et ça marche. En Afrique, on a accepté son rôle précisément parce qu'il s'est amené avec son orientation, avec son aide, avec ses investissements. Et ça marche tellement bien que maintenant, on voit Kadhafi l'Africain et un Kadhafi arabe. Pourtant, il l'est resté. Il s'aperçoit que l'Afrique pèse en tant que réalité et en tant qu'entité plus ou moins. Et qu'à partir de là, il entre dans une logique qui est une logique de coopération et d'une politique africaine qui est la sienne depuis le milieu de 90 jusqu'à maintenant, et ceci allant de manière s'intensifiant progressivement. Il est dans la... Alors évidemment, il n'accepterait pas qu'on dise ça comme cela, mais il est dans la tradition finalement de la confrérie Sanoussi, c'est d'être la zone de la Libye étant la zone de contact finalement entre la Méditerranée, donc l'Europe, et l'Afrique. Il ne faut pas oublier une chose, que la Libye maintenant est un grand acteur au niveau de l'Afrique. Et il joue dans la il ne faut pas sous-estimer. Il joue, c'est pas uniquement, mais il devient maintenant être le sage.
Il veut réconcilier tout le monde, il arrive parfois, etc. Il aide ses pays. Il faut voir lorsqu'il fait ses tournées en Afrique, des centaines de milliers qui courent derrière lui. Récemment, lui, le changement, le tournant qu'il a fait, le virage, si on peut utiliser le terme, c'est qu'il a compris qu'il n'a pas le choix. Il n'a plus le choix. S'il y avait l'Union soviétique, il manœuvrait. Il ne cédait jamais. S'il y avait une Europe, moi, il me l'a dit un jour, si les Européens sont des hommes, moi, je suis les Européens. Mais malheureusement, les Européens suivent les Américains. Pour lui, l'Europe ne pèse pas d'un poids lourd en tant qu'institution, en tant qu'organisation régionale, par rapport au poids que représentent les Américains. À partir de là, il considère que les Américains sont les partenaires obligés, disons, sur la scène internationale, et qu'on peut rien faire qui soit contre eux, mais qu'on a davantage à gagner qu'en étant avec eux que contre eux. Les relations sont aujourd'hui quasiment normales. Et évidemment, c'est un bien pour le pays. Bien sûr, les États-Unis ont utilisé le commerce international et la force, ainsi que le gel des comptes et l'embargo sur les exportations de matériel et de produits. Et ils ont refusé d'accueillir nos étudiants. Tout cela a perturbé nos industries pétrolières et notre développement économique. Mais les sociétés américaines ont également été touchées. La reprise des relations et l'élimination de tous ces obstacles ont donc encouragé les sociétés américaines à revenir en Libye. Et ceci a entraîné une forte reprise d'activité. À partir de là, la Libye a repris ses anciens contrats et donc signé d'importants contrats pétroliers. La reprise du commerce entre les deux pays a permis le développement du commerce en général. Le pétrole libyen a pu être exporté vers les États-Unis. Et nous sommes dans la dernière étape, qui consiste à effacer les différends entre la Libye et les États-Unis. Bien qu'impliquée dans d'importantes recherches pétrolières, la France n'exploite que 1% du pétrole libyen, alors que, par exemple, les États-Unis en exploitent 20% et l'Italie 16%. Actuellement, la production de pétrole libyen est de 2 millions de barils par jour. Elle retrouvera son niveau de 1970, c'est-à-dire 3 millions de barils, en 2009. Nous avons lancé des appels d'offres aux sociétés étrangères afin qu'elles collaborent avec nous pour ces raffineries. Nous sommes donc en négociation avec ces sociétés pour deux raisons. La première, c'est le développement de ces raffineries, c'est-à-dire la croissance de la production et l'amélioration des performances de ces raffineries grâce à la participation de sociétés étrangères pour en améliorer la gestion et favoriser les investissements extérieurs. Mais la majorité des sociétés nationales sont elles aussi intéressées. Maintenant, tout le monde se bouscule au portillon de Tripoli. Dans l'espace de 2 mois après cette levée d'embargo, on a vu tout le monde, tous les présidents, tous les chefs d'État. En fait, tout est possible. Le tourisme, l'immobilier, l'industrie manufacturière, l'industrie de transformation, l'agriculture, l'irrigation. Mais en tout cas, la plupart des secteurs dans lesquels l'État était le seul opérateur se sont ouverts maintenant au secteur privé. Dans la téléphonie, il y a un opérateur privé. Dans les hôtels sont en cours de privatisation. Les choses avancent à un bon rythme. Le transport aérien, il y a aujourd'hui plus de 3 ou 4 compagnies aériennes libyennes qui ne sont pas étatiques. Dans le secteur des banques également. Le code d'investissement en application actuellement permet des partenariats, mais en donnant la majorité aux partenaires libyens. 51%, 49%. Avec plus de 1500 km de côte méditerranéenne à aménager, la Libye fait aussi rêver tous les opérateurs touristiques occidentaux. En ce qui concerne les mesures touristiques, nous avons axé notre travail sur des atouts importants pour l'investissement. Ce que souhaite l'investisseur, ce sont des décrets clairs, des garanties, des franchises, la stabilité économique, des facilités pour les entrées-sorties des touristes ou des investisseurs eux-mêmes. Tout ce que je viens d'évoquer est désormais une réalité dans les lois, les procédures et les décisions du Comité populaire en Libye.
Et dans le cadre de ces projets, ces avantages que nous fournissons sont détaxés durant 5 ans ou parfois 8 ans. Nous accordons aussi des avantages douaniers, soit aux Libyens, soit aux étrangers pour tout le matériel nécessaire au projet. Il y a sur ce point égalité entre les Libyens et les étrangers. L'investisseur a aussi la possibilité de vendre le projet à tout moment et de transférer son apport financier à l'extérieur du pays. Nous avons aussi encouragé les banques à financer 50% des projets touristiques, en prenant en compte évidemment les conditions de la Banque centrale. Voilà les éléments majeurs en ce qui concerne l'investissement. Quant à la sécurité en Libye, c'est un pays sûr. Depuis 36 ans, il n'y a pas eu d'acte terroriste. Depuis la fin des années 90 et notamment l'an 2000, il y a eu une sorte de curiosité qui a poussé nos compatriotes à venir découvrir ces trésors. Mais il y a eu entre-temps, le 11 septembre 2001, la guerre sur l'Irak, les troubles en Palestine. Tout cela a aussi ralenti le flux de ce que peut être le tourisme de demain dans ce pays. Une mamelle économique, mais aussi un énorme vivier de connaissances et de savoir de ce qu'a été notre passé en Méditerranée. La Libye est donc un pays riche en train de devenir encore plus riche. Depuis la levée de l'embargo américain en 2004, l'argent y abonde. Le peuple libyen, cher à Kadhafi, en est-il le premier bénéficiaire? La redistribution se fait selon un processus qui est particulier. C'est-à-dire qu'un certain nombre de produits, jusqu'à présent, ont été subventionnés, dans ce sens où l'État revendait aux citoyens des produits en dessous du prix auquel il l'achetait. C'était une façon de redistribuer la manne pétrolière. Depuis quelques mois, les droits de douane ont été supprimés. Et c'était une façon de dire l'État n'a pas besoin de redevances pour boucler son budget, puisqu'il a la manne pétrolière. Nous abaissons donc les droits de douane pour permettre aux citoyens d'augmenter son pouvoir d'achat. Le prix de l'essence ici est de 6 centimes le litre. Vous allez faire rêver les Français. C'est vous dire si c'est de la redistribution. Effectivement, ça peut faire rêver en Europe. Le processus de privatisation en cours, si vous voulez, montre aussi d'une certaine manière qu'on a affaire à un système de gouvernement et à un homme finalement où la dimension pragmatique est beaucoup plus importante qu'on le croit, si vous voulez. Et si la configuration venait à changer, aussi bien sur le plan interne que sur le plan international, eh bien, il faut changer aussi de politique. Il y a là une dimension pragmatique, vous voulez, qui contraste de nouveau avec l'image qu'on a de quelqu'un qui en a tendance à présenter plutôt comme un dogmatique, si vous voulez, plutôt que comme un pragmatique. Et cet homme qui passe son temps à lire a envie que son peuple lui-même accède au savoir. Et toujours cet homme du désert va réussir à faire de la femme libyenne, par exemple, totalement analphabète en 69. Une femme alphabétisée à plus de 90% aujourd'hui. Les gens vont à l'école, les enfants vont à l'école. Ils ont accès à l'éducation, à l'enseignement, au savoir. Les droits de la femme existent en Libye dans plusieurs domaines. Par exemple, celui de l'éducation, du droit. Les femmes ont eu la possibilité de devenir avocats, dans la médecine, dans l'ingénierie, dans tous les domaines. Et le taux de femmes dans l'éducation est le résultat de l'obtention de ces droits. Dans les cycles de scolarité primaire et secondaire, le pourcentage d'élèves féminines est de 51 à 57%. Dans cette école, tous les enseignants sont des femmes. Et bien évidemment, la femme joue un rôle primordial dans la politique de l'éducation en Libye. Dès 1969, les femmes étaient considérées pour Kadhafi comme des actrices du système politique
est une puissance, en tout cas un élément pour lui pour mobiliser la société. Alors il va dire jusqu'à, en effet, dire que le voile n'est pas coranique, de dire que la polygamie n'est pas coranique non plus. Il y a toute une série d'éléments qui, en effet, qui vont assez loin. Je travaille dans l'enseignement depuis 1967. Et l'école, c'est ma première maison. Je n'ai pas d'enfants, seulement les enfants de l'école. Je travaille de 6h à 22h et parfois jusqu'à minuit. La société ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la génération qui vient. Comme n'importe quelle mère qui élève ses enfants pour qu'ils soient les meilleurs. Mon plus grand bonheur est qu'un élève parvienne à un bon niveau d'études. Et qu'ensuite il se marie, et que ses enfants fassent la même chose à leur tour. J'ai déjà connu 4 générations d'élèves. Ce sont mes enfants, et je vis pour eux. C'est une constante de la politique de Kadhafi, et cette constante est que, au fond, une société arabe reste une société musulmane dans la mesure où elle doit rester fidèle à l'esprit du Coran, mais les sociétés musulmanes doivent se transformer. Et la première des transformations, c'est de transformer le statut de la femme, c'est d'en faire une personne égale sur le plan des droits et des devoirs à l'homme. Et ça, ils considèrent que c'est un enjeu de taille. Ils le considéraient déjà en 69, ils le pensent toujours. Et je pense que fondamentalement, les femmes, même si cela ne se traduit pas dans des formes organisées, il y a dans la conscience commune le sentiment que la femme doit quelque chose, si pour autant qu'on peut parler en termes de devoir, mais enfin considère que la prise du pouvoir de 69 a été pour elle un avantage plutôt qu'un inconvénient. La langue anglaise est enseignée en Libye depuis des années. C'est la seconde langue. Mais on enseigne aussi le français et aussi les langues africaines de Libye et le berbère. Nous pensons que si l'élève commence dans les petites classes, ça lui permet de mieux connaître les langues étrangères. Mais la priorité doit toujours être donnée à la langue arabe comme langue maternelle. La scolarité est gratuite. L'État prend en charge les frais, les livres, les enseignants. Le dernier recensement donne pour la Libye une population de 5,5 millions d'habitants. Et cette politique d'éducation a permis un taux de scolarisation très élevé. Si, sans conteste, les femmes libyennes se sont ralliées à Kadhafi, qui entre autres leur a accordé le droit de divorce, le guide de la révolution libyenne reste fidèle à sa politique. La démocratie directe, l'utopie révolutionnaire. Pour rester au pouvoir pendant plus de 33 ans, je pense que c'est pas un bouillant colonel, ni un type qui voilà, moi, c'est les faits. C'est comme les chiffres en économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce monsieur, il est depuis 32 ans. On a vu passer tous les chefs d'État qui sont partis. 37 ans. 37 ans. Oui, donc il est là.